Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Et tout le monde ce soir se rejette la faute sur l'autre. C'est la faute de l'opposition, dit François Hollande. C'est la faute du Parti socialiste, répond Gérard Larcher, le président du Sénat. La réforme constitutionnelle qui prévoyait l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité a été finalement abandonnée. Après 4 mois d'intenses débats, au final, eh bien, rien. Il n'y aura pas de modification de la Constitution. Gauche et droite se sont déchirés sur cette question. L'Union nationale, il faut bien le dire, n'aura duré que quelques jours après les attentats du 13 novembre. Pourquoi un tel échec? Quelles conséquences pour François Hollande? Un peu plus d'1 an de la présidentielle. Cet abandon de cette réforme ne va-t-il pas encore plus décrédibiliser la classe politique envers laquelle les Français, il faut bien le dire, se montrent de plus en plus défiants? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Christophe Caresche, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de Paris, membre de la commission des finances. François-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur du parti Les Républicains du Rhône, vice-président de la commission des lois. Avec nous, Frédéric Dabi. Bonsoir. Frédéric, directeur général adjoint de l'IFOP. Et puis on attend d'une minute à l'autre Claude Veil, éditorialiste politique. Avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite François Hollande. C'était ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Je constate aussi qu'une partie de l'opposition est hostile à toute révision constitutionnelle. Je déplore profondément cette attitude. Aussi, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Il a tout perdu dans cette histoire, Christophe Caresche, François Hollande. En tous les cas, il ne s'est pas renforcé, c'est clair. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la France. Ce texte avait été fait après des événements tout à fait dramatiques pour rassembler les Français, en espérant que les responsables politiques arrivent à trouver les voies et les moyens de ce rassemblement, et ce n'a pas été le cas. Donc dans cette affaire, je crois que tout le monde est perdant, malheureusement, et que la responsabilité, elle est largement partagée. Il y a la responsabilité de la majorité, c'est clair, parce que sur la déchéance de nationalité, je pense qu'un débat très confus s'est installé, et qui n'avait pas, à mon avis, lieu d'être. Il y a aussi la responsabilité de l'opposition, parce que refuser, par principe, toute révision constitutionnelle, ne me semble pas être une attitude très, très constructive. On aurait pu mettre la déchéance de nationalité de côté et quand même aller jusqu'au bout de la révision constitutionnelle sur l'état d'urgence, voire sur l'indépendance de la justice. Je pense que c'était 2 textes qui étaient utiles au pays. Ça n'a pas été non plus possible. Voilà, et je crois que ce soir, malheureusement... Il n'y a pas eu trop d'improvisation quand même dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé le 16 novembre devant le Congrès, paf, il lâche ça, il consulte même pas sa majorité, parce que peut-être que s'il avait consulté sa majorité, peut-être qu'il n'aurait pas pris cette décision de réformer la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas eu là encore un peu d'improvisation? Il a pris un risque, mais une révision constitutionnelle, c'est toujours un risque, puisque vous demandez à l'opposition d'adopter un texte qui est présenté par la majorité, et vous demandez à la majorité de faire des compromis avec l'opposition sur un certain nombre de principes. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec la déchéance de nationalité. Ça veut dire qu'une révision constitutionnelle ne peut passer que si vous avez une volonté de la droite et de la gauche, de l'opposition et de la majorité, d'aboutir. Et la vérité, c'est que ça n'a pas été possible, et que ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, je pense que ce soir, tout le monde est perdant. Je crois que ni la droite, ni la majorité, ni l'opposition ne peuvent se satisfaire de cette situation. En tout cas, pas moi. François-Noël Buffet, c'est la faute de la droite. En tout cas, c'est ce qu'a dit François Hollande, et encore plus clairement Jean-Christophe Cambadélis, qui a dit on s'excuse auprès des Français, mais bon, c'est la faute de l'opposition. Sincèrement, on suis-je de qui? Le président de la République réunit le Parlement en congrès, fait des annonces, ne consulte pas manifestement ni ses amis politiques, ni les institutions de la République pour préparer cette réforme. Je voudrais rappeler que le président du Sénat a été informé quelques heures avant l'annonce du Congrès. Et puis ensuite, on vient se plaindre que patatrac, ça ne marche pas et que ce n'est pas de sa faute. Il y a un principe juridique, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais c'est le cas aujourd'hui pour le président de la République. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'initialement, c'était quand même une proposition de la droite, la déchéance de nationalité. Oui, mais il faut rappeler aussi très clairement que nous étions d'accord, notamment sur l'article 1 qui concernait l'état d'urgence et sa constitutionnalisation.
on était d'accord avec l'Assemblée nationale, et que sur la déchéance, c'est parce que nous étions, nous, en accord avec le président de la République, et que la gauche, à l'Assemblée nationale, sur un compromis, a créé des apatrides, ce qui, pour nous, n'était pas possible. Et on n'était pas d'accord là-dessus pour des raisons, des questions de fond. À partir de là, il ne faut pas reprocher au Sénat, notamment, de ne pas avoir travaillé d'une part, et de ne pas avoir essayé de trouver une solution. Il y avait une question de principe qui était celle des apatrides. Point. Le président de la République ne s'est pas organisé correctement pour faire avancer cette réforme. Faut-il rappeler celles qu'ont menées ses prédécesseurs, que ce soit M. Chirac ou M. Sarkozy, qui à chaque fois ont réussi à trouver ces fameux 3/5 dans ces réformes. Il y a probablement une question de méthode de la part du président de la République, c'est incontestable. Il y a une question d'improvisation, c'est réel aussi, et que la responsabilité, il la porte. Au départ, on rappelle quand même que Nicolas Sarkozy avait soutenu François Hollande au lendemain du congrès de Versailles. Certes, mais nous aussi, il y a eu rétropédalage, donc il n'y a pas eu que d'un côté. Nous aussi, nous avons soutenu le président de la République à l'occasion du congrès en disant qu'on était d'accord. On s'est levé pour applaudir. Ce qui a changé, c'est les conditions dans lesquelles ensuite l'Assemblée nationale a modifié les intentions du président de la République, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Claude Veil, il y a eu quand même des petits calculs politiques de part et d'autre dans cette affaire. Il n'y a que de la politique de part et d'autre et de bout en bout. Au départ, et de la politique, pas forcément au sens méprisable, j'entends. Au départ, François Hollande veut faire un acte politique fort. Il veut avoir un geste qui symbolise l'unité de la nation dans toutes ses composantes politiques, contre le terrorisme, l'union sacrée. Il a l'imprudence énorme d'aller sur un terrain totalement inflammable qui est celui de la citoyenneté. Terrain sur lequel une partie de la gauche ne peut pas le suivre parce que l'idée qu'il y ait un double standard entre les Français selon qu'ils sont ou pas binationaux ne passe pas dans une partie de la gauche. Donc on fait un compromis avec le groupe socialiste à l'Assemblée, on retranche tout ce qui peut avoir trait à la binationalité. En revanche, pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy, on rajoute les simples délits. Le Sénat a beau jeu de reprendre le texte, de revenir à la version 23 décembre, celle qui est signée de Christiane Taubira et sur laquelle Christiane Taubira démissionne. C'est-à-dire, on ne met que les crimes... Même Christophe Carèche, ça le fait sourire. On ne met que les crimes et pas les crimes... On ne met que les crimes et pas les crimes et délits. Et on envisage éventuellement l'apatridie, puisqu'on retire toute référence à la binationalité. L'affaire est d'une confusion qu'on peut éclaircir en disant tout simplement ceci. C'est que, ou bien vous vous placez sur le terrain moral, ou politique, ou de philosophie. Déjà, vous aurez beaucoup de mal, parce que vous touchez à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'être français? Est-ce que c'est simplement le fait de naître dans un pays, etc., etc. Dans ce pays-ci, la question de la nationalité est un sujet piégé. Ou bien vous vous placez sur le terrain juridique, et vous n'en sortirez pas. Ils n'en sont pas sortis parce qu'il n'y a pas de sortie. Parce que c'est simple, ou bien vous créez un double standard juridique, ou bien vous créez des apatrides. Il n'y a pas de troisième voie possible. Or, comme la droite ne voulait pas d'apatrides et que la gauche ne voulait pas de double standard juridique, il n'y avait pas d'accord possible. Frédéric Dabi, est-ce que les Français, pour eux, est-ce que c'était important cette réforme constitutionnelle? Quel regard ils ont porté sur ces débats finalement qui ont duré 4 mois? Alors ils ont eu bien sûr une impression de temps perdu. Une impression ce soir de tout ça pour ça, pour paraphraser le titre d'un film célèbre. C'est vrai que les Français étaient favorables à cette déchéance de nationalité, y compris les sympathisants de gauche, plus la gauche socialiste que la gauche de la gauche. C'est vrai que c'était important, même si c'était symbolique, il avait bien compris, de agir sur un sujet qui, je le rappelle, au lendemain du 13 novembre, est devenu la première préoccupation des Français. On a vu pour la première fois depuis avril 2002 la sécurité et la lutte contre le terrorisme qui en découlait devenir la première préoccupation des Français. D'où, clairement, François Hollande, ce qui s'est passé va être sans doute vu comme un échec pour lui, de la part des Français. Il y a l'échec en tant que tel, et puis, je reprends un mot qui vient d'être dit, un problème de méthode. Et c'est vrai qu'il y a une lecture qui se fait du quinquennat qui va être réactivée en termes d'improvisation, en termes de manque d'autorité, en termes d'enlisement des réformes, même les réformes que les Français soutenaient. Je pense au mariage pour tous, où j'ai été assez frappé de voir dans nos enquêtes qualitatives, aussi bien les pros que les anti-mariage, nous dire la même chose. Passez à autre chose, agissez plus vite. Alors, bien sûr, le travail parlementaire, toutes les arcanes ne sont pas tout à fait connues, mais il y a aussi la place de François Hollande qui est tout à fait questionnée. Il a fait cette annonce très forte, lui-même, le 16 novembre, et puis il a paru se retirer du jeu. Comme il s'est retiré du jeu sur le mariage, comme il s'est retiré du jeu sur la loi Macron, laissant Manuel Valls monter au créneau. Et là aussi, il en paye le prix. Et tout ça,
cette impuissance perçue de l'exécutif dans un contexte où ce qui est au cœur de l'impopularité historique de François Hollande, c'est cette absence de résultats et ce problème de méthode et de très mauvais augure à 13 mois d'une élection présidentielle. Et ça, cette affaire a un coût politique très fort. Une gauche fracturée comme jamais. Je rappellerai que depuis janvier, François Hollande a perdu plus de 20 points de sympathie ou de soutien chez les sympathisants socialistes, c'est quand même son cœur de cible, et puis le départ de Christiane Taubira, qui était une vraie caution de gauche pour les sympathisants de la majorité. Le coup politique est extrêmement fort, et on a plus que jamais un président très fragilisé, avec, je dirais, l'acte 2 qui se prépare. On a vu cette fracture sociétale sur la déchéance. Quid maintenant de la loi travail? On va en parler justement de la loi travail tout à l'heure, mais quand même sur le coût politique, vous venez d'entendre Frédéric Dabi, il paye cher, il va peut-être payer encore plus cher. Problème de méthode, problème d'autorité, majorité fracturée. Il ne l'a pas défendu, c'est vrai qu'il ne l'a pas défendu, sa réforme constitutionnelle. Il a fait monter Manuel Valls au créneau. Vous le reconnaissez, vous dites qu'il y a quand même un problème de méthode là. Non mais à la décharge du président de la République, lorsqu'il reprend cette mesure, dans les consultations qu'il a après les attentats avec les responsables politiques et notamment avec Nicolas Sarkozy. Il y a un très bon documentaire de Bruno Dive qui le montre très très bien, où on voit qu'à ce moment-là, c'est là que le président de la République manifestement décide de reprendre cette mesure, parce qu'il demande aux forces politiques quelles sont les propositions qu'ils ont à faire, etc. Et que Nicolas Sarkozy notamment, il n'est pas le seul. Marine Le Pen aussi dit la même chose. Mais dans la discussion, la déchéance de nationalité. C'est là que le président de la République se dit, effectivement, ce n'est pas une mesure de gauche, mais je la reprends parce que je veux effectivement rassembler, etc. Bon. Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'à ce moment-là, il n'anticipe absolument pas le débat qui va avoir lieu sur la binationalité, la patrie, etc. etc. Et il faut aussi se souvenir que le Conseil d'État valide totalement la position qui est prise, qui est proposée par le gouvernement et le président de la République, en disant il n'y a pas de rupture d'égalité, ce qui est parfaitement vrai sur le plan juridique, il n'y a pas de rupture d'égalité entre les binationaux, les Français, etc., etc. Bon, donc à ce moment-là, la question ne se pose pas. Et c'est qu'après, que effectivement, ce débat, pour moi, dans une grande confusion, se met en place. Et effectivement, à ce moment-là, on arrive à l'impasse que vous avez décrite et qui est parfaitement juste. C'est qu'à un moment, vous êtes obligé de choisir entre les binationaux, entre guillemets, et les apatrides. Enfin, donc effectivement, il n'y a pas de position possible. Ceci dit, moi, je reste convaincu, et là, j'avoue que je n'ai pas compris certaines déclarations de responsables de l'opposition hier, qu'on pouvait peut-être mettre la déchéance de nationalité de côté parce qu'à l'évidence, on ne pouvait pas aboutir, mais que sur l'état d'urgence et sur la question, puisque ça a été manifestement envisagé, puisque le ministre de la Justice est venu devant la commission des lois la semaine dernière expliquer qu'il était d'accord, que le gouvernement était d'accord pour reprendre le texte du Sénat sur l'indépendance de la justice. Moi, je ne comprends pas ce soir pourquoi on n'a pas été à la révision constitutionnelle sur ces deux c'est-à-dire sur la réforme de la magistrature et sur l'article 1, sur l'état d'urgence. Bon, alors justement, justement, François-Noël Buffet, pourquoi finalement il n'y a pas eu cette réforme? Vous estimiez que ce n'était pas suffisamment important l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution et justement cette réforme aussi de la magistrature? Je ne sais pas, parce qu'au bout du bout, c'est au président de la République de décider, d'une part. Mais il est vrai que sur l'article 1, sur l'état d'urgence, on était d'accord, je l'ai déjà dit, même si sur le fond, ça ne change rien en réalité. On n'avait pas à toucher la Constitution pour ça. Ça ne change pas grand-chose. Il est vrai que sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le gouvernement avait dit, il y a eu un vote au Sénat à la quasi-unanimité il y a quelques années, on reprend, on peut faire. Les portes étaient ouvertes, mais le président en a décidé autrement. Ce qui est important de constater, pour revenir sur ce que dit notre collègue Carèche, c'est que effectivement, au départ, il y a un accord sur la déchéance. Il y a un accord sur les conditions fixées avec le président de la République dans son discours, et parce que le Conseil d'État dit ça marche, vous pouvez y aller. Dans le fond, est-ce que vous ne vouliez pas le mettre en échec, François Hollande? C'est-à-dire de dire finalement, allez, on va pinailler, on va pas finalement lui donner gain de cause, ça ne va pas être l'homme justement qui va réunir toute la classe politique, et on va le piéger. On va le piéger, on va lui dire qu'on n'est pas d'accord sur l'affaire. Il n'y a pas de difficulté pour la droite parlementaire, sénatoriale ou d'opposition pour aller au bout des choses. Il y a simplement un débat interne qui se cristallise à un moment à l'Assemblée nationale au sein de la gauche sur l'égalité ou une forme d'égalitarisme sur les binationaux. Et on prend un texte de compromis à l'Assemblée qui crée des apatrides.
Si pour les Français, et je comprends ce que vous dites, et vous avez raison de le dire. Est-ce que les Français, vous pensez que ça les gêne de créer des apatrides? Mais parce que non, les Français, ils imaginent clairement que déchoir quelqu'un de sa nationalité, c'est permettre de l'éloigner et de le renvoyer. Si vous créez un apatride, très bien, il est déchu, c'est très bien, il est apatride, mais vous le renvoyez nulle part. Vous le gardez sur le territoire. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Un point qui est peut-être un petit peu juridique. Excusez-moi. Et ça, c'est important. Le texte de l'Assemblée ne dit pas que on va créer des apatrides. Non, mais c'est la conséquence de ce qui est décidé. Ah, pas forcément. Enfin, moi, je pense qu'il y avait une ambiguïté. Mais ce qui est vrai, c'est le Sénat qui dit qu'il faut mettre dans la Constitution qu'il n'y a pas d'apatride. Voilà. Mais c'est parce que c'est une convention. Mais en même temps, le Premier ministre voulait continuer. Allez, on va arrêter. De toute façon, c'est terminé, c'est fini. On va pas. C'est déjà 4 mois de débat pour rien. On va laisser la preuve que si on avait débattu avant, la commission mixte paritaire vient de se réunir. Si le président de la République avait décidé avant de discuter, il y avait peut-être un chemin. Oui, non, mais ça, vous ne nous ferez pas croire ça ce soir. Vous avez déjà beaucoup discuté pendant 4 mois. Le résultat, c'est 0. Claude Veil, si, 0. Enfin, 0, c'est l'échec total, c'était du temps perdu. Voilà ce qu'on peut dire. Claude Veil, justement, temps perdu, est-ce que ça décrédibilise pas un peu plus, parce que là, ça nous fait un peu moins sourire, justement, la classe politique française, dans laquelle les Français ont justement de plus en plus de défiance aujourd'hui? Encore un peu plus, dites-vous. Oui, de toute façon, au point où on en est, la classe politique, de toute façon, est malheureusement, dans une démocratie, est nécessaire, mais les Français la vivent plutôt comme un mal. La vérité, c'est que tout le monde sera affaibli de cette histoire. Parce que tout le monde a fait de la politique, je disais, la droite a fait de la politique. À partir de Nicolas Sarkozy ayant donné son feu vert au nom des Républicains à la version qui était présentée, immédiatement, ses rivaux dans la primaire de droite ont dit non, dans ce cas-là, nous, on n'y va pas. Fillon, Juppé, qui était plutôt pour dans un bouquin paru quelques mois, tout à coup s'est découvert contre la déchéance de nationalité. Fillon aussi, etc. Et au Sénat, où les sarkozystes ne sont pas majoritaires, il leur était très très difficile de faire pression sur le groupe pour obtenir un vote conforme à ce que les sarkozystes avaient voté à l'Assemblée nationale. Donc il y avait du billard à 3 bandes dans tous les camps dans cette histoire, parce que l'affaire est juridique, elle est philosophique et elle est éminemment politique. Donc tous les camps, tout le monde s'est fracassé sur cette histoire. Frédéric Dabi, qui peut sortir gagnant de cette affaire? Parce qu'on pense évidemment à Marine Le Pen. Si les Français, il y a encore plus de défiance à l'égard de la classe politique, est-ce que c'est pas Marine Le Pen qui va récupérer ses électeurs? Oui, alors c'est vrai que la défiance à l'égard du politique, le sentiment que le politique est impuissant à gauche comme à droite, c'est un formidable levier de voir le FN comme une véritable alternative. Quand même, là, sur les principaux perdants, on ne peut pas ne pas le dire, ça reste en fait l'exécutif. C'est lui qui était à la manœuvre, c'est une annonce solennelle du président le 16 novembre qui a été suivie d'une ovation debout par tous les députés et tous les sénateurs. Ce qui est vrai aussi, et Claude Veil a tout à fait raison, il y a ce calendrier de cette longue primaire qui aura lieu dans presque 7 mois et demi, qui impact en fait, également. Et entre les différents candidats, il y a des stratégies de distinction. C'est vrai qu'on a vu des retournements, c'est vrai qu'au Sénat, où François Fillon a beaucoup d'appui, je pense que ça n'a pas aidé pour une recherche de consensus, mais c'est vrai que ce sentiment chez les Français que les choses n'avancent pas, alors ça touche surtout la majorité, mais ça peut toucher également la classe politique dans son ensemble. Ça va, à 13 mois d'élection présidentielle, peut-être favoriser les votes anti-système, le Front National, voire le Front de gauche, mais j'y crois moins. Mais également, il y a une question de participation. Qu'est-ce qu'on a vu à chaque élection depuis le début du quinquennat? C'est une abstention massive. Alors, un peu moins forte que l'abstention lors des élections intermédiaires précédentes. Et traditionnellement, on l'a vu en 2007, on l'a vu en 2012, les Français sont allés massivement voter parce qu'ils y croyaient que le politique pouvait changer la vie. Et ils étaient, malgré le côté symbolique, attachés à cette réforme, même s'il faut le dire, quand, au-delà de la présentation pour ou contre, lorsqu'on était sur une alternative plus d'échéance ou plus indignité nationale, les Français, à droite comme à gauche, préféraient l'indignité nationale. Mais ça va aussi réactiver de l'impuissance et donc peut-être du non-vote dans la perspective de la présidentielle. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres et on reprend notre débat. On va savoir justement sur la réforme sur la loi du travail. Si celle-ci va y avoir reculade ou si ça va aller jusqu'au bout. On peut se poser la question, Christophe Carèche. À tout de suite.